Bienvenue sur Classique en lecture. 5 semaines en ballon de Jules Verne, chapitres de 41 à 44, les tout derniers chapitres. Lu par Bernard. Chapitre 41. Les approches du Sénégal, le Victoria baisse de plus en plus. On jette toujours. Le marabout Al-Hadji, messieurs Pascal, Vincent, Lambert, un rival de Mahomet, les montagnes difficiles, les armes de Kennedy, une manœuvre de Joe, halte au-dessus d'une forêt. Le 27 mai, vers 9 heures du matin, le pays se présenta sous un nouvel aspect. Les rampes longuement étendues se changeaient en collines qui faisaient présager de prochaines montagnes. On aurait à franchir la chaîne qui sépare le bassin du Niger du bassin du Sénégal et détermine l'écoulement des eaux soit au golfe de Guinée, soit à la baie du Cap-Vert. Jusqu'au Sénégal, cette partie de l'Afrique est signalée comme dangereuse. Le docteur Fergusson le savait par les récits de ses devanciers. Ils avaient souffert 1000 privations et couru 1000 dangers au milieu de ces nègres barbares. Ce climat funeste dévora la plus grande partie des compagnons de Mungo Park. Fergusson fut donc plus que jamais décidé à ne pas prendre pied sur cette contrée inhospitalière. Mais il n'eut pas un moment de repos. Le Victoria baissait d'une manière sensible. Il fallut jeter encore une foule d'objets plus ou moins inutiles, surtout au moment de franchir une crête. Et ce fut ainsi pendant plus de 120 milles. On se fatigua à monter et à descendre. Le ballon, ce nouveau rocher de Sisyphe, retombait incessamment. Les formes de l'aérostat, peu gonflées, s'efflanquaient déjà. Il s'allongeait, et le vent creusait de vastes poches dans son enveloppe détendue. Kennedy ne put s'empêcher d'en faire la remarque. « Est-ce que le ballon aurait une fissure » dit-il. « Non, répondit le docteur, mais la gutta-percha s'est évidemment ramollie ou fondue sous la chaleur, et l'hydrogène fuit à travers le taffetas. » Comment empêcher cette fuite ? C'est impossible. Allégeons-nous, c'est le seul moyen. Jetons tout ce qu'on peut jeter. Mais quoi ? Fit le chasseur en regardant la nacelle déjà fort dégarnie. Débarrassons-nous de la tente, dont le poids est assez considérable. Joe, que cet ordre concernait, monta au-dessus du cercle qui réunissait les cordes du filet. De là il vint facilement, à bout, de détacher les épais rideaux de la tente, et il les précipita au dehors. Voilà qui fera le bonheur de toute une tribu de nègres, dit-il. Il y a là de quoi habiller 1 millier d'indigènes, car ils sont assez discrets sur l'étoffe. Le ballon s'était relevé un peu, mais bientôt il devint évident qu'il se rapprochait encore du sol. Descendons, dit Kennedy, et voyons ce que l'on peut faire à cette enveloppe. Je te le répète, Dick, nous n'avons aucun moyen de la réparer. Alors comment ferons-nous ? Nous sacrifierons tout ce qui ne sera pas complètement indispensable. Je veux à tout prix éviter une halte dans ces parages. Les forêts dont nous rasons la cime en ce moment ne sont rien moins que sûres. Quoi ? Des lions, des hyènes ? Fit Joe avec mépris. Mieux que cela, mon garçon, des hommes, et des plus cruels qui soient en Afrique. Comment le sait-on ? Par les voyageurs qui nous ont précédés. Puis les Français qui occupent la colonie du Sénégal ont eu forcément des rapports avec les peuplades environnantes. Sous le gouvernement du colonel Faidherbe, des reconnaissances ont été poussées fort avant dans le pays. Des officiers tels que messieurs Pascal, Vincent, Lambert ont rapporté des documents précieux de leurs expéditions. Ils ont exploré ces contrées formées par le coude du Sénégal, là où la guerre et le pillage n'ont plus laissé que des ruines. Que s'est-il donc passé ? Le voici. En 1854, un marabout du Fouta sénégalais, Al-Hadji, se disant inspiré comme Mahomet, poussa toutes les tribus à la guerre contre les infidèles, c'est-à-dire les Européens. Il porta la destruction et la désolation entre le fleuve Sénégal et son affluent, le Falémé. 3 hordes de fanatiques guidés par lui sillonnèrent le pays de façon à n'épargner ni un village ni une hutte, pillant et massacrant. Il s'avança même dans la vallée du Niger, jusqu'à la ville de Ségou, qui fut longtemps menacée.
En 1857, il remontait plus au nord et investissait le fort de Médine, bâti par les Français sur les bords du fleuve. Cet établissement fut défendu par un héros, Paul Hall, qui pendant plusieurs mois, sans nourriture, sans munitions presque, tint jusqu'au moment où le colonel Faidherbe vint le délivrer. Al-Hadji et ses bandes repassèrent alors le Sénégal et revinrent dans le Kaarta continuer leurs rapines et leurs massacres. Or, voici les contrées dans lesquelles il s'est enfui et réfugié avec ses hordes de bandits, et je vous confirme qu'il ne ferait pas bon tomber entre ses mains. Nous n'y tomberons pas, dit Joe, quand nous devrions sacrifier jusqu'à nos chaussures pour relever le Victoria. Nous ne sommes pas éloignés du fleuve, dit le docteur, mais je prévois que notre ballon ne pourra nous porter au-delà. Arrivons toujours sur les bords, répliqua le chasseur. Ce sera cela de gagné. C'est ce que nous essayons de faire, dit le docteur. Seulement une chose m'inquiète. Laquelle? Nous aurons des montagnes à dépasser, et ce sera difficile, puisque je ne puis augmenter la force ascensionnelle de l'aérostat, même en produisant la plus grande chaleur possible. Attendons, fit Kennedy, et nous verrons alors. Pauvre Victoria, fit Joe. Je m'y suis attaché comme le marin à son navire. Je ne m'en séparerai pas sans peine. Il n'est plus ce qu'il était au départ, soit. Mais il ne faut pas en dire du mal. Il nous a rendu de fiers services, et ce sera pour moi un crève-cœur de l'abandonner. Sois tranquille, Joe. Si nous l'abandonnons, ce sera malgré nous. Il nous servira jusqu'à ce qu'il soit au bout de ses forces. Je lui demande encore 24 heures. Il s'épuise, fit Joe en le considérant. Il maigrit. Sa vie s'en va, pauvre ballon. Si je ne me trompe, dit Kennedy, voici à l'horizon les montagnes dont tu parlais, Samuel. Ce sont bien elles, dit le docteur, après les avoir examinées avec sa lunette. Elles me paraissent fort élevées. Nous aurons du mal à les franchir. Ne pourrait-on les éviter? Je ne pense pas, Dick. Vois l'immense espace qu'elles occupent, près de la moitié de l'horizon. Elles ont même l'air de se resserrer autour de nous, dit Joe. Elles gagnent sur la droite et sur la gauche. Il faut absolument passer par-dessus. Ces obstacles si dangereux paraissaient approcher avec une rapidité extrême, ou, pour mieux dire, le vent très fort précipitait le Victoria vers des pics aigus. Il fallait s'élever à tout prix, sous peine de les heurter. Vidons notre caisse à eau, dit Fergusson. Ne réservons que le nécessaire pour un jour. Voilà, dit Joe. Le ballon se relève-t-il demanda Kennedy. Un peu, d'une 50aine de pieds, répondit le docteur, qui ne quittait pas le baromètre des yeux. Mais ce n'est pas assez. En effet, les hautes cimes arrivaient sur les voyageurs à faire croire qu'elles se précipitaient sur eux. Ils étaient loin de les dominer. Il s'en fallait de plus de 500 pieds encore. La provision d'eau du chalumeau fut également jetée au dehors. On n'en conserva que quelques pintes, mais cela fut encore insuffisant. Il faut pourtant passer, dit le docteur. Jetons les caisses puisque nous les avons vidées, dit Kennedy. Jetez-les. Voilà, fit Joe. C'est triste de s'en aller morceau par morceau. Pour toi, Joe, ne va pas renouveler ton dévouement de l'autre jour. Quoi qu'il arrive, jure-moi de ne pas nous quitter. Soyez tranquille, mon maître, nous ne nous quitterons pas. Le Victoria avait regagné en hauteur une vingtaine de toises, mais la crête de la montagne le dominait toujours. C'était une arête assez droite qui terminait une véritable muraille coupée à pic. Elle s'élevait encore de plus de 200 pieds au-dessus des voyageurs. Dans 10 minutes, se dit le docteur, notre nacelle sera brisée contre ces roches si nous ne parvenons pas à les dépasser. Eh bien, monsieur Samuel, fit Joe, ne conserve que notre provision de pemmican et jette toute cette viande qui pèse. Le ballon fut encore délesté d'une 50aine de livres. Il s'éleva très sensiblement, mais peu importait s'il n'arrivait pas au-dessus de la ligne des montagnes. La situation était effrayante. Le Victoria courait avec une grande rapidité. On sentait qu'il allait se mettre en pièces. Le choc serait terrible, en effet. Le docteur regarda autour de lui dans la nacelle. Elle était presque vide. S'il le faut, Dick, tu te tiendras prêt à sacrifier tes armes? Sacrifier mes armes, répondit le chasseur avec émotion. Mon ami, si je te le demande, c'est que ce sera nécessaire. Samuel, Samuel! Tes armes, tes provisions de plomb et de poudre peuvent nous coûter la vie. Nous approchons, s'écria Joe, nous approchons. 10 toises.
la montagne dépassait le Victoria de 10 toises encore. Joe prit les couvertures et les précipita au dehors, sans en rien dire à Kennedy. Il lança également plusieurs sacs de balles et de plomb. Le ballon remonta. Il dépassa la cime dangereusement et son pôle supérieur s'éclaira des rayons du soleil. Mais la nacelle se trouvait encore un peu au-dessous des quartiers de roc contre lesquels elle allait inévitablement se briser. « Kennedy, Kennedy !» s'écria le docteur. « Jette tes armes ou nous sommes perdus. »« Attendez, monsieur Dick, » fit Joe, « attendez. » Et Kennedy, se retournant, le vit disparaître au dehors de la nacelle. « Joe, Joe !» cria-t-il. « Le malheureux !» fit le docteur. La crête de la montagne pouvait avoir en cet endroit une vingtaine de pieds de largeur, et de l'autre côté, la pente présentait une moindre déclivité. La nacelle arriva jusqu'au niveau de ce plateau assez uni. Elle glissa sur un sol composé de cailloux aigus qui criaient sous son passage. « Nous passons, nous sommes passés !» cria une voix qui fit bondir le cœur de Fergusson. L'intrépide garçon se soutenait par les mains au bord inférieur de la nacelle. Il courait à pied sur la crête, délestant ainsi le ballon de la totalité de son poids. Il était même obligé de le retenir fortement car il tendait à lui échapper. Lorsqu'il fut arrivé au versant opposé et que l'abîme se présenta devant lui, Joe, par un vigoureux effort du poignet, se releva et s'accrochant au cordage, il remonta auprès de ses compagnons. « Pas plus difficile que cela, fit-il. Mon brave Joe, mon ami, dit le docteur avec effusion. Oh, ce que j'en ai fait, répondit celui-ci, ce n'est pas pour vous, c'est pour la carabine de monsieur Dick. Je lui devais bien cela depuis l'affaire de l'arabe. J'aime à payer mes dettes. Et maintenant, nous sommes quittes, ajouta-t-il en présentant au chasseur son arme de prédilection. J'aurais eu trop de peine à vous voir vous en séparer. Kennedy lui serra vigoureusement la main sans pouvoir dire un mot. Le Victoria n'avait plus qu'à descendre. Cela lui était facile. Il se retrouva bientôt à 200 pieds du sol et fut alors en équilibre. Le terrain semblait convulsionné. Il présentait de nombreux accidents fort difficiles à éviter pendant la nuit avec un ballon qui n'obéissait plus. Le soir arrivait rapidement, et malgré ses répugnances, le docteur dut se résoudre à faire halte jusqu'au lendemain. « Nous allons chercher un lieu favorable pour nous arrêter, dit-il. « Ah, répondit Kennedy, tu te décides enfin ? Oui, j'ai médité longuement un projet que nous allons mettre à exécution. Il n'est encore que 6 heures du soir, nous aurons le temps. Jette les ancres, Joe. » Joe obéit, et les 2 ancres pendirent au-dessous de la nacelle. J'aperçois de vastes forêts, dit le docteur. Nous allons courir au-dessus de leur cime et nous nous accrocherons à quelque arbre. Pour rien au monde je ne consentirai à passer la nuit à terre. Pourrons-nous descendre demanda Kennedy. À quoi bon? Je vous répète qu'il serait dangereux de nous séparer. D'ailleurs, je réclame votre aide pour un travail difficile. Le Victoria, qui rasait le sommet de forêts immenses, ne tarda pas à s'arrêter brusquement. Ses ancres étaient prises. Le vent tomba avec le soir, et il demeura presque immobile au-dessus de ce vaste champ de verdure formé par la cime d'une forêt de sycomores. Chapitre 42. Combat de générosité, dernier sacrifice, l'appareil de dilatation, adresse de Joe, minuit, le quart du docteur, le quart de Kennedy, il s'endort, l'incendie, les hurlements, hors de portée. Le docteur Fergusson commença par relever sa position d'après la hauteur des étoiles. Il se trouvait à 25 milles à peine du Sénégal. Tout ce que nous pouvons faire, mes amis, dit-il après avoir pointé sa carte, c'est de passer le fleuve. Mais comme il n'y a ni pont ni barque, il faut à tout prix le passer en ballon. Pour cela, nous devons nous alléger encore. Mais je ne vois pas trop comment nous y parviendrons, répondit le chasseur, qui craignait pour ses armes, à moins que l'un de nous se décide à se sacrifier, de rester en arrière, et à mon tour je réclame cet honneur. Par exemple, répondit Joe, est-ce que je n'ai pas l'habitude? Il ne s'agit pas de se jeter, mon ami, mais de regagner à pied la côte d'Afrique. Je suis bon marcheur, bon chasseur. Je ne consentirai jamais, répliqua Joe. Votre combat de générosité est inutile, mes braves amis, dit Fergusson. J'espère que nous n'en arriverons pas à cette extrémité.
D'ailleurs, s'il le fallait, loin de nous séparer, nous resterions ensemble pour traverser ce pays. Voilà qui est parlé, fit Joe. Une petite promenade ne nous fera pas de mal. Mais auparavant, reprit le docteur, nous allons employer un dernier moyen pour alléger notre Victoria. Lequel? Fit Kennedy. Je serais assez curieux de le connaître. Il faut nous débarrasser des caisses du chalumeau, de la pile de Bunsen et du serpentin. Nous avons là près de 900 livres bien lourdes à traîner par les airs. Mais Samuel, comment ensuite obtiendras-tu la dilatation du gaz? Je ne l'obtiendrai pas. Nous nous en passerons. Mais enfin, écoutez-moi, mes amis. J'ai calculé fort exactement ce qui nous reste de force ascensionnelle. Elle est suffisante pour nous transporter tous les trois avec le peu d'objets qui nous restent. Nous ferons à peine un poids de 500 livres, en y comprenant nos 2 ancres, que je tiens à conserver. Mon cher Samuel, répondit le chasseur, tu es plus compétent que nous en pareille matière. Tu es le seul juge de la situation. Dis-nous ce que nous devons faire et nous le ferons. À vos ordres, mon maître. Je vous répète, mes amis, quelque grave que soit cette détermination, il faut sacrifier notre appareil. Sacrifions-le, répliqua Kennedy. À l'ouvrage, fit Joe. Ce ne fut pas un petit travail, il fallut démonter l'appareil pièce par pièce. On enleva d'abord la caisse de mélange, puis celle du chalumeau, et enfin la caisse où s'opérait la décomposition de l'eau. Il ne fallut pas moins de la force réunie des 3 voyageurs pour arracher les récipients du fond de la nacelle, dans laquelle ils étaient fortement encastrés. Mais Kennedy était si vigoureux, Joe si adroit, Samuel si ingénieux, qu'ils en vinrent à bout. Ces diverses pièces furent successivement jetées au dehors, et elles disparurent en faisant de vastes trouées dans le feuillage des sycomores. Les nègres seront bien étonnés, dit Joe, de rencontrer de pareils objets dans les bois. Ils sont capables d'en faire des idoles. On dut ensuite s'occuper des tuyaux engagés dans le ballon et qui se rattachaient au serpentin. Joe parvint à couper à quelques pieds au-dessus de la nacelle les articulations de caoutchouc. Mais quant aux tuyaux, ce fut plus difficile car ils étaient retenus par leur extrémité supérieure et fixés par des fils de laiton au cercle même de la soupape. Ce fut alors que Joe déploya une merveilleuse adresse. Les pieds nus, pour ne pas érailler l'enveloppe, il parvint à l'aide du filet et malgré les oscillations, à grimper jusqu'au sommet extérieur de l'aérostat. Et là, après 1000 difficultés, accroché d'une main à cette surface glissante, il détacha les écrous extérieurs qui retenaient les tuyaux. Ceux-ci alors se détachèrent aisément et furent retirés par l'appendice inférieur, qui fut hermétiquement refermé au moyen d'une forte ligature. Le Victoria, délivré de ce poids considérable, se redressa dans l'air et tendit fortement la corde de l'ancre. À minuit, ces divers travaux se terminaient heureusement, au prix de bien des fatigues. On prit rapidement un repas fait de pemmican et de grog froid, car le docteur n'avait plus de chaleur à mettre à la disposition de Joe. Celui-ci d'ailleurs et Kennedy tombaient de fatigue. Couchez-vous et dormez, mes amis, leur dit Fergusson. Je vais prendre le premier quart. À 2 heures, je réveillerai Kennedy. À 4 heures, Kennedy réveillera Joe. À 6 heures, nous partirons et que le ciel veille encore sur nous pendant cette dernière journée. Sans se faire prier davantage, les 2 compagnons du docteur s'étendirent au fond de la nacelle et s'endormirent d'un sommeil aussi rapide que profond. La nuit était paisible. Quelques nuages s'écrasaient contre le dernier quartier de la lune, dont les rayons indécis rompaient à peine l'obscurité. Fergusson, accoudé sur le bord de la nacelle, promenait ses regards autour de lui. Il surveillait avec attention le sombre rideau de feuillage qui s'étendait sous ses pieds en lui dérobant la vue du sol. Le moindre bruit lui semblait suspect, et il cherchait à s'expliquer jusqu'au léger frémissement des feuilles. Il se trouvait dans cette disposition d'esprit que la solitude rend plus sensible encore, et pendant laquelle de vagues terreurs vous montent au cerveau. À la fin d'un pareil voyage, après avoir surmonté tant d'obstacles, au moment de toucher le but, les craintes sont plus vives, les émotions plus fortes, le point d'arrivée semble fuir devant les yeux. D'ailleurs, la situation actuelle n'offrait rien de rassurant. Au milieu d'un pays barbare et avec un moyen de transport qui, en définitive, pouvait faire défaut d'un moment à l'autre. Le docteur ne comptait plus sur son ballon d'une façon absolue.
Le temps était passé où il le manœuvrait avec audace parce qu'il était sûr de lui. Sous ces impressions, le docteur put saisir parfois quelques rumeurs indéterminées dans ces vastes forêts. Il crut même voir un feu rapide briller entre les arbres. Il regarda vivement et porta sa lunette de nuit dans cette direction. Mais rien n'apparut, et il se fit même comme un silence plus profond. Fergusson avait sans doute éprouvé une hallucination. Il écouta sans surprendre le moindre bruit. Le temps de son quart étant alors écoulé, il réveilla Kennedy, lui recommanda une vigilance extrême et prit place aux côtés de Joe qui dormait de toutes ses forces. Kennedy alluma tranquillement sa pipe, tout en frottant ses yeux, qu'il avait de la peine à tenir ouverts. Il s'accouda dans un coin et se mit à fumer vigoureusement pour chasser le sommeil. Le silence le plus absolu régnait autour de lui. Un vent léger agitait la cime des arbres et balançait doucement la nacelle, invitant le chasseur à ce sommeil qui l'envahissait malgré lui. Il voulut y résister, ouvrit plusieurs fois les paupières, plongea dans la nuit quelques-uns de ces regards qui ne voient pas, et enfin, succombant à la fatigue, il s'endormit. Combien de temps fut-il plongé dans cet état d'inertie, il ne put s'en rendre compte à son réveil, qui fut brusquement provoqué par un pétillement inattendu. Il se frotta les yeux, il se leva. Une chaleur intense se projetait sur sa figure. La forêt était en flammes. Au feu s'écria-t-il, sans trop comprendre l'événement. Ses deux compagnons se relevèrent. Qu'est-ce donc demanda Samuel. L'incendie, fit Joe, mais qui peut... En ce moment, des hurlements éclatèrent sous le feuillage, violemment illuminé. Ah, les sauvages s'écria Joe. Ils ont mis le feu à la forêt pour nous incendier plus sûrement. Les talibas, les marabouts d'Al-Hadji, sans doute, dit le docteur. Un cercle de feu entourait le Victoria. Les craquements du bois mort se mêlaient aux gémissements des branches vertes. Les lianes, les feuilles, toute la partie vivante de cette végétation se tordait dans l'élément destructeur. Le regard ne saisissait qu'un océan de flammes. Les grands arbres se dessinaient en noir dans la fournaise, avec leurs branches couvertes de charbons incandescents. Cet amas enflammé, cet embrasement se réfléchissait dans les nuages, et les voyageurs se crurent enveloppés dans une sphère de feu. Fuyons, s'écria Kennedy. À terre, c'est notre seule chance de salut. Mais Fergusson l'arrêta d'une main ferme et, se précipitant sur la corde de l'ancre, il la trancha d'un coup de hache. Les flammes, s'allongeant vers le ballon, léchaient déjà ses parois illuminées. Mais le Victoria, débarrassé de ses liens, monta de plus de 1000 pieds dans les airs. Des cris épouvantables éclatèrent sous la forêt, avec de violentes détonations d'armes à feu. Le ballon, pris par un courant qui se levait avec le jour, se porta vers l'ouest. Il était 4 heures du matin. Chapitre 43. Les talibas, la poursuite, un pays dévasté, vent modéré, le Victoria baisse, les dernières provisions, les bonds du Victoria, défense à coups de fusil, le vent fraîchit, le fleuve du Sénégal, les cataractes de Gouina, l'air chaud, traversée du fleuve. Si nous n'avions pas pris la précaution de nous alléger hier soir, dit le docteur, nous étions perdus, sans ressources. Voilà ce que c'est que de faire les choses à temps, répliqua Joe. On se sauve alors et rien n'est plus naturel. Nous ne sommes pas hors de danger, répliqua Fergusson. Que crains-tu donc demanda Dick. Le Victoria ne peut pas descendre sans ta permission, et quand il descendrait Dick, regarde. La lisière de la forêt venait d'être dépassée et les voyageurs purent apercevoir une trentaine de cavaliers revêtus du large pantalon et du burnous flottant. Ils étaient armés, les uns de lances, les autres de longs mousquets. Ils suivaient au petit galop de leurs chevaux vifs et ardents la direction du Victoria, qui marchait avec une vitesse modérée. À la vue des voyageurs, ils poussèrent des cris sauvages en brandissant leurs armes. La colère et les menaces se lisaient sur leurs figures basanées, rendues plus féroces par une barbe rare mais hérissée. Ils traversaient sans peine ces plateaux abaissés et ces rampes adoucies qui descendent au Sénégal. Ce sont bien eux, dit le docteur, les cruels talibas, les farouches marabouts d'Al-Hadji.
J'aimerais mieux me trouver en pleine forêt, au milieu d'un cercle de bêtes fauves, que de tomber entre les mains de ces bandits. Ils n'ont pas l'air accommodants, fit Kennedy, et ce sont de vigoureux gaillards. Heureusement, ces bêtes-là, ça ne vole pas, répondit Joe. C'est toujours quelque chose. Voyez, dit Fergusson, ces villages en ruine, ces huttes incendiées, voilà leur ouvrage. Et là où s'étendaient de vastes cultures, ils ont apporté l'aridité et la dévastation. Enfin, ils ne peuvent nous atteindre, répliqua Kennedy, et si nous parvenons à mettre le fleuve entre eux et nous, nous serons en sûreté. Parfaitement, Dick, mais il ne faut pas tomber, répondit le docteur, en portant ses yeux sur le baromètre. En tout cas, Joe, reprit Kennedy, nous ne ferons pas mal de préparer nos armes. Cela ne peut pas nuire, monsieur Dick, nous nous trouverons bien de ne pas les avoir semées sur notre route. Ma carabine, s'écria le chasseur, j'espère ne m'en séparer jamais. Et Kennedy la chargea avec le plus grand soin. Il lui restait de la poudre et des balles en quantité suffisante. À quelle hauteur nous maintenons-nous demanda-t-il à Fergusson. À 750 pieds environ. Mais nous n'avons plus la faculté de chercher des courants favorables, en montant ou en descendant. Nous sommes à la merci du ballon. Cela est fâcheux, reprit Kennedy. Le vent est assez médiocre, et si nous avions rencontré un ouragan pareil à celui des jours précédents, depuis longtemps ces affreux bandits seraient hors de vue. Ces coquins-là nous suivent sans se gêner, dit Joe, au petit galop. Une vraie promenade. Si nous étions à bonne portée, dit le chasseur, je m'amuserais à les démonter les uns après les autres. Oui-da, répondit Fergusson, mais ils seraient à bonne portée aussi, et notre Victoria offrirait un but trop facile aux balles de leurs longs mousquets. Or, s'ils le déchiraient, je te laisse à juger quelle serait notre situation. La poursuite des talibas continua toute la matinée. Vers 11 heures du matin, les voyageurs avaient à peine gagné une quinzaine de milles dans l'ouest. Le docteur épiait les moindres nuages à l'horizon. Il craignait toujours un changement dans l'atmosphère. S'il venait à être rejeté vers le Niger, que deviendrait-il? D'ailleurs, il constatait que le ballon tendait à baisser sensiblement. Depuis son départ, il avait déjà perdu plus de 300 pieds, et le Sénégal devait être éloigné d'une douzaine de milles. Avec la vitesse actuelle, il lui fallait compter encore 3 heures de voyage. En ce moment, son attention fut attirée par de nouveaux cris. Les talibas s'agitaient en pressant leurs chevaux. Le docteur consulta le baromètre et comprit la cause de ces hurlements. « Nous descendons, fit Kennedy. »« Oui, répondit Fergusson. »« Diable, pensa Joe. » Au bout d'un quart d'heure, la nacelle n'était pas à 150 pieds du sol, mais le vent soufflait avec plus de force. Les talibas enlevèrent leurs chevaux, et bientôt une décharge de mousquets éclata dans les airs. « Trop loin, imbécile !» s'écria Joe. « Il me paraît bon de tenir ces gredins-là à distance. » Et visant l'un des cavaliers les plus avancés, il fit feu. Le taliban roula à terre. Ses compagnons s'arrêtèrent et le Victoria gagna sur eux. « Ils sont prudents, dit Kennedy. »« Parce qu'ils se croient assurés de nous prendre, répondit le docteur, et ils y réussiront si nous descendons encore. Il faut absolument nous relever. »« Que jeter ?» demanda Joe. « Tout ce qui reste de provisions de pemmican. C'est encore une trentaine de livres dont nous nous débarrasserons. » Voilà, monsieur, fit Joe en obéissant aux ordres de son maître. La nacelle qui touchait presque le sol se releva au milieu des cris des talibas. Mais une demi-heure plus tard, le Victoria redescendait avec rapidité. Le gaz fuyait par les pores de l'enveloppe. Bientôt, la nacelle vint raser le sol. Les nègres d'Al-Hadji se précipitèrent vers elle. Mais comme il arrive en pareille circonstance, à peine eut-il touché terre que le Victoria se releva d'un bond pour s'abattre de nouveau 1 mille plus loin. « Nous n'échapperons donc pas, fit Kennedy avec rage. « Jette notre réserve d'eau-de-vie, Joe, s'écria le docteur. Nos instruments, tout ce qui peut avoir une pesanteur quelconque, et notre dernière ancre puisqu'il le faut. » Joe arracha les baromètres, les thermomètres, mais tout cela était peu de chose, et le ballon qui remonta un instant retomba bientôt vers la terre. Les talibas volaient sur ses traces et n'étaient qu'à 200 pas de lui. « Jette les 2 fusils, s'écria le docteur. « Pas avant de les avoir déchargés, du moins, répondit le chasseur. Et 4 coups successifs frappèrent dans la masse des cavaliers. 4 talibas tombèrent au milieu des cris frénétiques de la bande. Le Victoria se releva de nouveau. Il faisait des bonds d'une énorme étendue comme une immense balle élastique rebondissant sur le sol. Étrange spectacle que celui de ces infortunés
cherchant à fuir par des enjambées gigantesques et qui, semblables à hanter, paraissaient reprendre une force nouvelle dès qu'ils touchaient terre. Mais il fallait que cette situation eût une fin. Il était près de midi. Le Victoria s'épuisait, se vidait, s'allongeait. Son enveloppe devenait flasque et flottante. Les plis du taffetas, distendus, grinçaient les uns sur les autres. « Le ciel nous abandonne, dit Kennedy. Il faudra tomber. » Joe ne répondit pas. Il regardait son maître. « Non, dit celui-ci, nous avons encore plus de 150 livres à jeter. »« Quoi donc ?» demanda Kennedy, pensant que le docteur devenait fou. « La nacelle, répondit celui-ci. Accrochons-nous au filet. Nous pouvons nous retenir aux mailles et gagner le fleuve. Vite, vite. » Et ces hommes audacieux n'hésitèrent pas à tenter un pareil moyen de salut. Ils se suspendirent aux mailles du filet, ainsi que l'avait indiqué le docteur, et Joe, se retenant d'une main, coupa les cordes de la nacelle. Elle tomba au moment où l'aérostat allait définitivement s'abattre. « Hurrah, hurrah !» s'écria-t-il, pendant que le ballon délesté remontait à 300 pieds dans l'air. Les talibas excitaient leurs chevaux. Ils couraient ventre à terre, mais le Victoria rencontra un vent plus actif, les devança et fila rapidement vers une colline qui barrait l'horizon de l'ouest. Ce fut une circonstance favorable pour les voyageurs, car ils purent la dépasser, tandis que la horde d'Al-Hadji était forcée de prendre par le nord pour tourner ce dernier obstacle. Les trois amis se tenaient accrochés au filet. Ils avaient pu le rattraper au-dessous d'eux, et ils formaient comme une poche flottante. Soudain, après avoir franchi la colline, le docteur s'écria « Le fleuve, le Sénégal !» À 2 milles, en effet, le fleuve roulait une masse d'eau fort étendue. La rive opposée, basse et fertile, offrait une sûre retraite et un endroit favorable pour opérer la descente. « Encore un quart d'heure, dit Fergusson, et nous sommes sauvés. » Mais il ne devait pas en être ainsi. Le ballon, vide, retombait peu à peu sur un terrain presque entièrement dépourvu de végétation. C'étaient de longues pentes et des plaines rocailleuses, à peine quelques buissons, une herbe épaisse et desséchée sous l'ardeur du soleil. Le Victoria toucha plusieurs fois le sol et se releva. Ses bonds diminuaient de hauteur et d'étendue. Au dernier, il s'accrocha par la partie supérieure du filet aux branches élevées d'un baobab, seul arbre isolé au milieu de ce pays désert. « C'est fini, fit le chasseur. « Et à 100 pas du fleuve, dit Joe. » Les trois infortunés mirent pied à terre et le docteur entraîna ses 2 compagnons vers le Sénégal. En cet endroit, le fleuve faisait entendre un mugissement prolongé. Arrivé sur les bords, Fergusson reconnut les chutes de Gouina. Pas une barque sur la rive, pas un être animé. Sur une largeur de 2000 pieds, le Sénégal se précipitait d'une hauteur de 150, avec un bruit retentissant. Il coulait de l'est à l'ouest, et la ligne de rochers qui barrait son cours s'étendait du nord au sud. Au milieu de la chute se dressaient des rochers aux formes étranges, comme d'immenses animaux antédiluviens, pétrifiés au milieu des eaux. L'impossibilité de traverser ce gouffre était évidente. Kennedy ne put retenir un geste de désespoir. Mais le docteur Fergusson, avec un énergique accent d'audace, s'écria « Tout n'est pas fini !» « Je le savais bien, » fit Joe, avec cette confiance en son maître qu'il ne pouvait jamais perdre. La vue de cette herbe desséchée avait inspiré au docteur une idée hardie. C'était la seule chance de salut. Il ramena rapidement ses compagnons vers l'enveloppe de l'aérostat. « Nous avons au moins 1 heure d'avance avec ces bandits, dit-il. Ne perdons pas de temps, mes amis. Ramassez une grande quantité de cette herbe sèche. Il m'en faut 100 livres au moins. »« Pourquoi faire ?» demanda Kennedy. « Je n'ai plus de gaz, eh bien je traverserai le fleuve avec de l'air chaud. »« Ah, mon brave Samuel !» s'écria Kennedy, « tu es vraiment un grand homme. » Joe et Kennedy se mirent au travail, et bientôt une énorme meule fut empilée près du baobab. Pendant ce temps, le docteur avait agrandi l'orifice de l'aérostat en le coupant dans sa partie inférieure. Il eut soin préalablement de chasser ce qui pouvait rester d'hydrogène par la soupape, puis il empila une certaine quantité d'herbe sèche sous l'enveloppe et il y mit le feu. Il faut peu de temps pour gonfler un ballon avec de l'air chaud. Une chaleur de 180 degrés, 100 degrés centigrades, suffit à diminuer de moitié la pesanteur de l'air qu'il renferme en le raréfiant. Ainsi le Victoria commença à reprendre sensiblement sa forme arrondie. L'herbe ne manquait pas.
Le feu s'activait par les soins du docteur et l'aérostat grossissait à vue d'œil. Il était alors 1 heure moins le quart. En ce moment, à 2 milles dans le nord, apparut la bande des talibas. On entendait leurs cris et le galop des chevaux lancés à toute vitesse. Dans 20 minutes, ils seront ici, fit Kennedy. De l'herbe, Joe. Dans 10 minutes, nous serons en plein air. Voilà, monsieur. Le Victoria était aux 2 tiers gonflé. Mes amis, accrochons-nous au filet, comme nous l'avons fait déjà. C'est fait, répondit le chasseur. Au bout de 10 minutes, quelques secousses du ballon indiquèrent sa tendance à s'enlever. Les talibas approchaient. Ils étaient à peine à 500 pas. Tenez-vous bien, s'écria Fergusson. N'ayez pas peur, mon maître, n'ayez pas peur. Et du pied, le docteur poussa dans le rocher une nouvelle quantité d'herbe. Le ballon, entièrement dilaté par l'accroissement de température, s'envola en frôlant les branches du baobab. En route, s'écria Joe. Une décharge de mousquet lui répondit. Une balle même lui laboura l'épaule. Mais Kennedy, se penchant et déchargeant sa carabine d'une main, jeta un ennemi de plus à terre. Des cris de rage, impossibles à rendre, accueillirent l'enlèvement de l'aérostat qui monta à plus de 800 pieds. Un vent rapide le saisit et il décrivit d'inquiétantes oscillations, pendant que l'intrépide docteur et ses compagnons contemplaient le gouffre des cataractes ouvert sous leurs yeux. 10 minutes après, sans avoir échangé une parole, les intrépides voyageurs descendaient peu à peu vers l'autre rive du fleuve. Là, surpris, émerveillés, effrayés, se tenait un groupe d'une dizaine d'hommes qui portaient l'uniforme français. Qu'on juge de leur étonnement quand ils virent ce ballon s'élever de la rive droite du fleuve. Ils n'étaient pas éloignés de croire à un phénomène céleste, mais leur chef, un lieutenant de marine et un enseigne de vaisseau, connaissaient par les journaux d'Europe l'audacieuse tentative du docteur Fergusson, et ils se rendirent tout de suite compte de l'événement. Le ballon se dégonflait peu à peu, retombait avec les hardis aéronautes retenus à son filet. Mais il était douteux qu'il pût atteindre la terre. Aussi les Français se précipitèrent dans le fleuve et reçurent les 3 Anglais entre leurs bras, au moment où le Victoria s'abattait à quelques toises de la rive gauche du Sénégal. « Le docteur Fergusson » s'écria le lieutenant. « Lui-même, » répondit tranquillement le docteur et ses 2 amis. Les Français emportèrent les voyageurs au-delà du fleuve, tandis que le ballon, à demi dégonflé, entraîné par un courant rapide, s'en alla comme une bulle immense, s'engloutir avec les eaux du Sénégal dans les cataractes de Gouina. « Pauvre Victoria » fit Joe. Le docteur ne put retenir une larme. Il ouvrit ses bras et ses 2 amis s'y précipitèrent sous l'empire d'une grande émotion. Chapitre 44. Conclusion. Le procès-verbal, les établissements français, le poste de Médine, le basilic, Saint-Louis, la frégate anglaise, retour à Londres. L'expédition qui se trouvait sur le bord du fleuve avait été envoyée par le gouverneur du Sénégal. Elle se composait de 2 officiers, messieurs Dufraisse, lieutenant d'infanterie de marine, et Rodamel, enseigne de vaisseau, d'un sergent et de 7 soldats. Depuis 2 jours, ils s'occupaient de reconnaître la situation la plus favorable pour l'établissement d'un poste à Gouina, lorsqu'ils furent témoins de l'arrivée du docteur Fergusson. On se figure aisément les félicitations et les embrassements dont furent accablés les 3 voyageurs. Les Français, ayant pu contrôler par eux-mêmes l'accomplissement de cet audacieux projet, devenaient les témoins naturels de Samuel Fergusson. Aussi, le docteur leur demanda-t-il tout d'abord de constater officiellement son arrivée aux cataractes de Gouina. « Vous ne refuserez pas de signer au procès-verbal » demanda-t-il au lieutenant Dufraisse. « À vos ordres » répondit ce dernier. Les Anglais furent conduits à un poste provisoire établi sur le bord du fleuve. Ils y trouvèrent les soins les plus attentifs et des provisions en abondance. Et c'est là que fut rédigé en ces termes le procès-verbal qui figure aujourd'hui dans les archives de la Société géographique de Londres. Nous, sous-signés, déclarons que le 10 juin, nous avons vu arriver suspendu au filet d'un ballon le docteur Fergusson et ses 2 compagnons, Richard Kennedy et Joseph Wilson. Note. Dick est le diminutif de Richard et Joe celui de Joseph. Fin de la note. Lequel ballon est tombé à quelques pas de nous dans le lit même du fleuve et,
entraîné par le courant, s'est abîmé dans les cataractes de Gouina. En foi de quoi, nous avons signé le présent procès-verbal contradictoirement avec les susnommés pour valoir ce que de droit. Fait aux cataractes de Gouina le 24 mai 1862. Samuel Fergusson, Richard Kennedy, Joseph Wilson, Dufraisse, lieutenant d'infanterie de marine, Rodamel, enseigne de vaisseau, Dufay, sergent, Flippo, Mayor, Pélissier, Leroy, Rascagnier, Guillon, Lebel, soldat. Ici finit l'étonnante traversée du docteur Fergusson et de ses braves compagnons, constatée par d'irrécusables témoignages. Il se trouvait avec des amis au milieu de tribus plus hospitalières et dont les rapports sont fréquents avec les établissements français. Ils étaient arrivés au Sénégal le samedi 24 mai et le 27 du même mois, ils atteignaient le poste de Médine, situé un peu plus au nord sur le fleuve. Là, les Français les reçurent à bras ouverts et déployèrent envers eux toutes les ressources de leur hospitalité. Le docteur et ses compagnons purent s'embarquer presque immédiatement sur le petit bateau à vapeur, le Basilic, qui descendait le Sénégal, jusqu'à son embouchure. 14 jours après le 10 juin, ils arrivèrent à Saint-Louis, où le gouverneur les reçut magnifiquement. Ils étaient complètement remis de leurs émotions et de leur fatigue. D'ailleurs, Joe disait à qui voulait l'entendre: « C'est un piètre voyage que le nôtre, après tout, et si quelqu'un est avide d'émotion, je ne lui conseille pas de l'entreprendre. Cela devient fastidieux à la fin. Et sans les aventures du lac Tchad et du Sénégal, je crois véritablement que nous serions morts d'ennui. » Une frégate anglaise était en partance. Les 3 voyageurs prirent passage à bord. Le 26 juin, ils arrivaient à Portsmouth et le lendemain à Londres. Nous ne décrirons pas l'accueil qu'ils reçurent à la Société royale de géographie, ni l'empressement dont ils furent l'objet. Kennedy repartit aussitôt pour Édimbourg avec sa fameuse carabine. Il avait hâte de rassurer sa vieille gouvernante. Le docteur Fergusson et son fidèle Joe demeurèrent les mêmes hommes que nous avons connus. Cependant, il s'était fait en eux un changement à leur insu. Ils étaient devenus 2 amis. Les journaux de l'Europe entière ne tarirent pas en éloges sur les audacieux explorateurs, et le Daily Telegraph fit un tirage de 977 000 exemplaires le jour où il publia un extrait du voyage. Le docteur Fergusson fit en séance publique à la Société royale de géographie le récit de son expédition aéronautique, et il obtint pour lui et ses 2 compagnons la médaille d'or destinée à récompenser la plus remarquable exploration de l'année 1862. Le voyage du docteur Fergusson a eu tout d'abord pour résultat de constater de la manière la plus précise les faits et les relèvements géographiques reconnus par messieurs Barth, Burton, Speke et autres. Grâce aux expéditions actuelles de messieurs Speke et Grant, de Heuglin et Musinger, qui remontent aux sources du Nil ou se dirigent vers le centre de l'Afrique, nous pourrons avant peu contrôler les propres découvertes du docteur Fergusson dans cette immense contrée comprise entre les 14e et 33e degrés de longitude. Fin de 5 semaines en ballon de Jules Verne. Merci d'avoir écouté les derniers chapitres de 5 semaines en ballon de Jules Verne. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager. N'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche des notifications pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo de lecture. À très vite sur Classique en lecture.